Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Kiosque, votre magazine culturel dédié sur l'actualité culturelle sur Saint-Quentin-en-Yvelines et ses alentours. Alors tout de suite, le sommaire de ce mercredi 23 septembre. Nous recevons la belle Esquelina, chanteuse folk venue du Froid et lauréate de l'édition 2014 des Envols du Scarabée. Elle nous présente ses prochaines dates de tournée avec un passage imminent à la Verrière au Scarabée vendredi 25 septembre. Théâtre, Cerise Guy est la metteuse en scène du spectacle de création Anna Karenina de Tolstoï. Elle nous expliquera les coulisses de ce projet, une grande première en France. La maison Félix à Montigny-le-Bretonneux expose jusqu'au 27 septembre Christophe Baudin, l'occasion de découvrir l'art abstrait lyrique mais aussi l'action painting. Mais avant de saluer nos invités, retour sur les journées du patrimoine. Ce week-end avait donc lieu les journées du patrimoine. Le public a pu visiter différents sites exceptionnels. Parmi eux, le potager, classé monument historique depuis 1926, ou le fort de Saint-Cyr qui héberge la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Le potager du Roi, c'est 9 hectares de laboratoire autour de la production de fruits et légumes rares et plantes médicinales. Le fort de Saint-Cyr, c'est plus de 3000 m² qui héberge 15 millions de photos, l'un des fonds les plus importants d'Europe. Toute l'histoire de la photo y est retracée de 1840 à 1990 et le fort ne cesse de recevoir de nouvelles donations. Prochaine acquisition, celle du fonds de Willy Ronis. Et nous débutons par la mise à l'honneur du spectacle vivant avec Esquelina, auteur, compositeur et interprète. Bonsoir. Bonsoir. Et Cerise Guy, metteur en scène de la pièce Anna Karenina de Tolstoï. Bonsoir. Esquelina, avant de vous présenter, on va découvrir ensemble votre dernier clip, Je reviens, sur un air de mélancolie envoûtant. Je reviens au pays, je reviens à la maison, je reviens, mes amis, par le train, à la morte saison. Esquelina, vous êtes née en Suède, vous avez fondé votre premier groupe à l'âge de 13 ans. Et puis en grandissant, vous ne souhaitiez pas rentrer dans le circuit des pubs, vous avez eu peur de perdre votre liberté artistique. Vous quittez la Suède et vous partez en France. Alors arrivé en France, que se passe-t-il ? Alors, arrivé en France, après, je suis pas partie en France pour ça, mais je suis partie en France pour changer de vie, pour découvrir une nouvelle envie de faire des choses. Et assez rapidement, j'ai commencé à chanter dans la rue, dans une ville qui s'appelle Sarlat, en Dordogne. Et c'est de là que je commençais à faire des rencontres d'autres artistes, chanteurs, compositeurs français. Et petit à petit, j'ai pu créer un réseau ici qui aujourd'hui m'a permis de rencontrer Christophe Bastien et Florent Matrinier, avec qui je travaille sur l'écriture et des chansons et qui ont créé le répertoire que je défends aujourd'hui. Et alors, ce répertoire que vous défendez aujourd'hui, aux sonorités plutôt mélancoliques, a fait l'objet d'un album qui est sorti en janvier dernier. Quelles sonorités on peut retrouver dans cet album ? Moi, je dirais assez folk. C'est un album assez folk, épuré, basé à la guitare, sur la guitare et la contrebasse et la voix. Après, il y a parfois certains morceaux qui sont un peu plus orchestrés que ça. Une mélange entre le folk américain et la chanson française, je trouve. C'est assez juste comme description de l'album. C'est très acoustique. Oui. Il y a une inspiration également des Beatles. Oui, peut-être, on peut entendre ça derrière. Il y a beaucoup de voix, des harmonies, oui, peut-être. Vous vouliez quelque chose d'assez naturel ? Oui, on a eu envie de faire ça au départ en tout cas, parce que pour vraiment mettre en valeur les textes, les mots, les histoires qui sont racontées, c'est une espèce de présentation presque de moi, de ma vie, mais aussi de cette rencontre avec cette compositeur et auteur avec qui je travaille. Alors, avant de poursuivre notre entretien, petite parenthèse picturale. Esquelina, vous arrive-t-il de peindre parfois ? S'il m'arrive de peindre ? Oui, est-ce qu'il vous arrive de peindre ? Oui, ça m'arrive. Oui. Alors, je vous propose de découvrir l'exposition Baudin qui a lieu en ce moment à la maison Félix de Montigny-le-Bretonneux jusqu'au 27 septembre.
Adonné à la peinture figurative depuis 10 ans, Christophe Baudin se révèle aujourd'hui dans l'art abstrait lyrique. Exposition proposée à la Maison Félix de Montigny-le-Bretonneux jusqu'au 27 septembre. Des toiles plurielles, monochromes ou très colorées, éthérées ou très graphiques. Pour réaliser ces toiles, différents outils peuvent être utilisés, brosse, couteau, éponge ou peigne. Mais la plupart ont ce point commun, l'action painting. Et ensuite, le tableau va être terminé avec des projections et je recherche toujours ce mouvement libre. Donc d'où cette appellation de action painting, où on essaie de retrouver un mouvement et où on se libère et on jette la peinture carrément. Donc ça peut créer des accidents, il faut savoir apprivoiser ces accidents, les conserver et en tirer le meilleur parti. Il suffit de diluer la peinture, avoir quelque chose de très fluide et dans un petit gobelet par exemple, vous projetez comme ça et on a vraiment une sorte d'explosion sur la toile. Christophe Baudin se reconnaît du mouvement artistique appelé l'art abstrait lyrique, initié par Georges Mathieu, où l'art abstrait se définit par l'absence de dessin pour laisser le spectateur entièrement libre de son interprétation. C'est à se demander comment peut naître l'inspiration. Je fais attention vraiment à des moments cruciaux dans la journée qui sont le moment d'éveil et le moment d'endormissement. Et ce sont des moments clés qui permettent de lancer une idée. Et parfois, lorsque je veux peindre, je vais simplement faire une sieste, je lance cette idée et quand je me réveille, je suis prêt. Et souvent, la toile arrive. Et pour l'anecdote, l'illustre peintre du surréalisme Dali procédait de la même façon pour puiser son inspiration avant de peindre. Alors Esquelina, est-ce que l'art abstrait lyrique vous parle? Est-ce que ça pourrait correspondre à votre style de peinture? Je ne sais pas si j'ai un style de peinture, mais ça a l'air en tout cas pouvoir être très intéressant. Ouais. Il a l'air d'avoir des belles choses là-dedans. Ça vous permet de renforcer votre inspiration musicale, la peinture? C'est une autre forme d'expression? Je pense que je me suis jamais servi de la peinture pour enrichir la musique. C'est vraiment des choses complètement différentes pour moi. Ça n'a pas une grande place dans ma vie, mais j'aime bien dessiner, oui. Ça fait du bien parfois de complètement changer. Oui. Alors pour revenir sur quelque chose de plus musical, je sais que vous avez participé aux Envols du Scarabée, qui est un tremplin musical, oui. En 2014. Quelle expérience en avez-vous retiré? En gardez-vous un bon souvenir? Oui, vraiment. Voilà, déjà c'était une super équipe, très agréable, on a vraiment été très très bien accueillis, on a passé un bon moment, une bonne soirée. Puis c'est un moment qui nous permet de présenter le projet pour un public qui ne connaît peut-être pas encore ce qu'on fait, et qui sont là pour découvrir de la musique justement, donc ils sont très à l'écoute, et ça c'est toujours très très agréable. Après c'est aussi toujours un peu particulier quand c'est quand même un concours au final. Donc c'est des conditions un peu particulières pour faire de la musique, mais on apprend beaucoup de choses aussi là-dedans. Vous avez eu l'impression que ça vous donnait un vrai coup de pouce, que ça vous servait réellement de tremplin dans votre carrière? Les tremplins, c'est toujours... ça renforce en fait, ça peut détruire des choses aussi si on en fait trop, je pense, mais oui, après, là où nous on a eu la chance, on a gagné, donc on revient cette année. Donc ça c'est super, voilà, ça nous donne un retour positif sur notre travail et puis... Et on gagne de l'expérience. Voilà, tout à fait. Alors, cette fois-ci, il ne s'agit pas du tremplin du Scarabée, mais de l'association La Voix en Scène, qui lance la première édition de son tremplin musical le 7 novembre prochain à l'Estaminet de Manille-les-Hameaux. L'occasion pour les jeunes talents de se faire repérer et former par cet organisme en coaching vocal et scénique. 3 catégories sont ouvertes, les interprètes de moins de 16 ans, les interprètes de plus de 16 ans et les auteurs-compositeurs-interprètes. Un jury de professionnels décernera différents prix, dotés de formations vocales ou scéniques et d'enregistrement en studio. Pour participer à ce tremplin, envoyez votre candidature vidéo à l'adresse qui s'affiche à l'écran avant le 10 octobre. Les critères, quand le public, quand le jury et même le public, de toute façon, va voter, ça va être sur l'interprétation, sur l'expression scénique et sur la technique vocale. Et sur éventuellement aussi également l'univers musical, l'originalité, est-ce qu'il y a un timbre particulier, est-ce que voilà. Alors Esquelina, vous nous l'annonciez tout à l'heure, vous étiez lauréate de l'édition 2014 du Tremplin du Scarabée. Vous revenez en concert faire l'ouverture de saison du Scarabée vendredi soir. Est-ce qu'il y a d'autres dates à venir pour vos concerts? Oui.
Alors, On vous retrouvera le 2 octobre à la menuiserie du côté de Pantin, Tout à c'est fait. bien ça? Merci. Oui, c'est bien ça. Le 3 octobre à Bonnières, Oui. dans le 78. Et vous allez également participer au festival Fête des chansons le 19 novembre. Oui. Je sais que vous faites également différentes premières parties. Est-ce qu'il y a certaines premières parties de concert qui vous ont particulièrement marqué? On a pas mal fait les premières parties de La rue qui est à nous, et dont fait partie Florent Matraignier, qui est auteur des chansons. Et ça, c'est quelque chose qui a été une super expérience, voilà, avec un public super, un très bon accueil. On a fait la première partie aussi de Debout sur le Zinc. Là, la prochaine première partie qu'on va faire, c'est au festival de la Marne, je pense que ça s'appelle. Et on va faire la première partie de Cali. Voilà. Gros concert Oui, alors. oui, je pense. On a hâte de vous retrouver. Skélina, merci gentil. d'être venue. Vous restez avec nous en plateau. Et nous continuons maintenant toujours dans le spectacle vivant avec l'adaptation en français de Anna Karenina de Tolstoï. Avec vous, Cerise. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Cerise, expliquez-nous comment vous avez adapté ce roman russe en français. Alors, pour être claire et précise, en fait, j'ai lu l'adaptation anglaise. Parce que au départ, c'est une adaptation anglaise qui s'est jouée avec un énorme succès. Et à l'occasion de mes lectures, je suis tombée dessus. Et je me suis rendue... Je ne l'ai pas vu, hein, j'ai pas vu le spectacle, j'ai simplement lu l'adaptation. Vous le précisez parce que c'est important de préciser qu'on Oui. n'a pas vu pour ne pas être trop... Absolument, parce que je n'ai pas été influencée ni par les images, ni par les acteurs, ni par la vision du metteur en scène. Je n'ai fait que lire. Et j'ai été éblouie, parce qu'évidemment, j'avais lu le roman, évidemment, qui est impérissable. Une fois qu'on l'a lu, on ne peut même pas l'oublier. Il y a des choses qui sont impérissables. Et donc, je me suis dit, mais quelle intelligence, quelle astuce, parce qu'en effet, le roman dont on connaît le titre, Anna Karenina, ne raconte pas seulement l'histoire d'Anna Karenine, mais aussi celle de Lévin, Constantin Lévin. C'est deux personnages principaux du roman. Et la plupart des adaptations ou des filmiques, enfin des séries, j'ai tout vu, en russe, dans toutes les langues, j'ai tout regardé, s'attachent principalement sur le personnage d'Anna, parce que c'est plus romanesque, beaucoup plus, évidemment, la passion, l'adultère et tout ça. Et j'ai pensé qu'il y avait la moitié du roman qui n'existait pas, que Tolstoï avait quand même écrit deux personnages dont il a fait des parcours parallèles, évidemment très contraires, parce que Anna est amorale, on peut dire que Lévin est moral, Anna est amorale, mais il a quand même, il nous a entraînés dans ces deux destins de ces deux personnages qui ne se rencontrent jamais. Enfin, quand je dis jamais, ce n'est pas vrai. C'est une seule fois à la fin du roman. Et donc, cette astuce qu'elle a trouvée pour les mettre en scène, c'est une espèce d'avoir un dialogue virtuel, de sorte qu'on a tous les dialogues intérieurs de l'un et de l'autre, car ça perd. Moi, chaque fois que j'ai vu un film, j'ai dit, il manque des choses, il manque des choses. Là, je pense qu'il manque. En tout cas, il manquera forcément, mais pas l'essentiel de leur tourment, de leur passion, de leur atermoiements, de leur culpabilité. Enfin, donc on suit les deux personnages d'une façon, comme il l'a écrit, d'une façon assez parallèle. Et donc je l'ai traduite. Et bien sûr, et j'ai fait la version française car on n'est pas anglais, on est français, on a des impératifs de voilà, et puis j'ai fait le spectacle que je voulais faire en tout cas. Alors c'est une grande première en France vu qu'il oui, ça s'agit s'est jamais fait. d'un spectacle de création et justement nous sommes allés rencontrer vos comédiens Ouais. et nous avons demandé à Antoine Cholet qui interprète Lévin comment il appréhendait de jouer dans un spectacle de création. La marge de manœuvre elle est éventuellement plus grande puisqu'il n'y a pas de référent. Donc dans la tête et de nous, des comédiens et du public, il n'y a pas de référence. C'est pas comme quand on joue Cyrano où là on a des images qui arrivent tout de suite et on se confronte à des monuments vivants en plus. Je parle des comédiens et des mises en scène qui sont très présentes. Donc là c'est plus compliqué parce que je pense qu'il y a consciemment ou inconsciemment une recherche et de légitimité et d'originalité. Ça peut être compliqué par rapport à des œuvres.
Alors on parle de liberté avec le spectacle de création, mais il doit également y avoir des contraintes, Cerise. Est-ce que le spectacle de création présente certaines contraintes? Des contraintes plus appuyées que si c'était une reprise? Alors c'est très curieux parce que j'ai l'impression d'être dans un vrai classique, hein, que tout le monde connaît cette histoire, plus ou moins, c'est vrai, mais j'ai vraiment pas l'impression de faire une création avec une écriture nouvelle, avec des dispositifs. Je reste malgré tout dans un code de théâtre classique, avec une héroïne classique, avec un héros classique. Donc oui, c'est une création parce que ça n'a jamais été monté en français, bien sûr. Mais je sais pas, les contraintes, c'est réussir le spectacle, voilà, que ça soit captivant d'un bout à l'autre, qu'on embarque tout le monde dans cette déferlante de passion, de sentiments, de sentiments contraires, avec ces désirs d'absolu, de déchirement, et puis évidemment avec une fin tragique pour Anna, comme tout le monde sait, mais enfin bon, alors, je dévoile rien. La contrainte, c'est également de réussir à travailler avec ces comédiens. Justement, comment vous y êtes prise? Comment avez-vous travaillé avec vos comédiens? Alors, il y avait deux choses. Je voulais d'abord tous les avoir déjà vus jouer, les avoir déjà vus sur scène. Ça, c'était un premier point. Et deuxièmement, que je les connaisse. Enfin, bon, certains, je les connais. Comme Anna, j'avais déjà travaillé avec elle. Et tout ça. Et en fait, Tolstoï a ce génie absolu de tellement décrire ses personnages que je ne pouvais pas dérailler. C'est impossible de dérailler. Il fallait qu'ils aient le physique, il fallait qu'ils aient le tempérament. C'est tout écrit, quoi. Vraiment, on lit Tolstoï, on a l'impression de regarder derrière derrière le trou d'une serrure. C'est tellement décrit avec minutie, avec tout. Donc moi, j'avais cette obligation de respecter ce qu'il écrivait, quoi. Alors justement, nous sommes allés rencontrer... C'est Tolstoï qui était... Et oui. Mathilde Henkin pour savoir comment elle s'était mise dans la peau du personnage, comment elle avait interprété son rôle. Alors évidemment, j'ai lu le roman et puis j'ai beaucoup écouté de musique parce que c'est ma façon de travailler. J'ai écouté de la musique russe, j'ai écouté du Tchaïkovski. Voilà, et puis par le physique, par les costumes, évidemment. Ça fait déjà 1 an que je me promène avec une toque de fourrure sur la tête l'hiver. Non, ça c'est une boutade, mais c'est vrai, ceci dit. Cerise, la première représentation a lieu vendredi soir. Est-ce que vous avez une angoisse particulière ? Peut-être dans la réception du public? Non, c'est drôle. Non, je voudrais que tout soit prêt. Mes acteurs sont prêts. C'est la technique, c'est voilà, toute la mayonnaise. Voilà, c'est une question de. Mais je me dis que c'est pas possible que les gens n'aiment pas le spectacle. C'est juste pas possible. Non, oui. Mais j'ai pas de. Voilà, je voudrais que tout le monde soit prêt à tous les niveaux et que voilà que tout, voilà, la mayonnaise soit prenne. Voilà. Merci Cerise. Je rappelle que vous pourrez retrouver Anna Karenina au Théâtre de l'Espace Coluche à Plaisir pour la première vendredi et samedi soir à 20h30. Et maintenant notre chronique cinéma. L'œuvre de Léo Cooper fait l'objet d'une exposition à l'Espace Noiret au Clé-sous-Bois jusqu'au 16 octobre. Élève du célèbre illustrateur Hervé Morvan, il deviendra par la suite le célèbre affichiste des films de Charlie Chaplin, notamment pour Le Dictateur, Les Lumières de la Ville ou encore Le Kid, lors de leur ressortie en 1972. Mais Léo Cooper, c'est également l'affiche du film Emmanuel qui lui a valu le premier prix de l'affiche au Festival de Cannes en 1974 et en 2012. Il a publié le livre Avoir une faim de loup et autres expressions françaises où chacune de ses illustrations explique un proverbe français. Une affiche doit être surprenante, elle doit être simple, elle doit s'imposer comme une évidence, vous comprenez? Il doit y avoir que l'essentiel. C'est pourquoi j'ai inventé un mot, le mot évidentiel pour l'affiche. Parce que c'est dans le mot évidentiel, il y a la vie, il y a la danse et il y a le ciel. Et toujours en cinéma, que pensez-vous des films à l'affiche cette semaine? Vos avis au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Moi ça va, j'ai bien aimé en fait.
parce que vu que on sait très bien que de nos jours il y a beaucoup d'hommes qui trompent leurs femmes et tout, et du coup ça raconte un peu la réalité là. Frustrant, dérangeant, efficace. C'est vraiment spécial, hein. C'est horrible même. Ça fout quand même les jetons, hein. On a l'impression de vivre ce qu'il vit, si vous voulez, d'où quand même que c'est une performance de la part de l'acteur Keanu Reeves. Interprétation formidable, je ne sais pas quoi vous dire, parce que j'ai été émue par ce film, voilà, le jeu d'acteur, voilà. C'est ce que je m'attendais à voir en fait. C'était un très très bon film et que je pense que dans toutes les familles il y a des secrets et que la manière de l'avoir traité est très très bien. Les acteurs sont formidables, bien évidemment, on les connaît déjà. Un film formidable, énormément d'émotions, des choses extrêmement agréables. Donc voilà, un film d'une grande qualité. Et cette semaine, c'est Luc Boccan du Ciné 7 d'Elancourt qui nous donne son coup de cœur sur les nouveautés au cinéma. Mon coup de cœur cette semaine, le coup de cœur du Ciné 7, donc c'est Yos de Paolo Sorrentino, gros succès à Cannes. Magnifique distribution, deux grands acteurs, Michael Caine, 82 ans, irremplaçable, et puis le grand Harvey Keitel. Une comédie douce amère, dramatique, c'est l'histoire de deux personnes qui commencent à être relativement âgées. Un est réalisateur, il est en train d'écrire un scénario, il se retrouve dans un grand hôtel, l'autre est un ancien chef d'orchestre. Et ils vont, comment dirais-je, tous les deux s'entraider pour que l'un puisse continuer à travailler au milieu d'une ambiance très particulière avec des gens qui les entourent, qui ne semblent pas voir le temps passer. Donc un très beau film, une comédie douce amère après la grande bellezza, c'est du bon cinéma italien, ce qui représente aussi la renaissance du cinéma italien, que j'aime personnellement beaucoup. Et puis un mini coup de cœur aussi quand même pour le dernier film de Jacob van der Mel, Le Tout Nouveau Testament. Une comédie complètement iconoclaste, complètement décalée, après Toto le héros, après Mr. Nobody, qu'on a encore en salle cette semaine et que je vous invite aussi à découvrir. Et là, ne m'oblige pas à venir te rejoindre. Et nous retrouvons maintenant Claire de Lavarenne, conférencière en histoire de l'art. Bonsoir. Bonsoir Sephora. Claire de Lavarenne, vous intervenez dans les conférences en histoire de l'art que propose le Conservatoire des Arts de Montigny-le-Bretonneux. L'ouverture de la saison se fait avec vous, mardi soir prochain, 29 septembre à 20h. Claire, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consistent ces conférences ? Alors c'est une excellente idée pour aller voir une exposition, une de ces grandes expositions parisiennes. Soit on connaît déjà très très bien et puis on y va tout seul, soit si on veut parfaire son œil, connaître le contexte historique, artistique, si on veut mieux connaître l'artiste, eh bien c'est bien de pouvoir suivre auparavant une conférence que l'on propose justement à Montigny au Conservatoire. Donc je trouve qu'aller voir une conférence avec tout un groupe et une conférencière, quand on se presse pour voir un tableau qu'on ne voit absolument rien, c'est pas très agréable. Avoir des machins sur les oreilles et passer 1 heure devant un tableau où on vous dit exactement ce qu'on voit, bon, ça perd un peu son temps. Je trouve qu'être préparé et ensuite venir en toute liberté, à son rythme, avec ses goûts, ce qu'on aime, eh bien, je trouve que c'est très très bien que ce soit préparé auparavant. Et c'est vrai que régulièrement, il y a beaucoup de monde qui vient écouter ces conférences pour ensuite aller tranquillement voir les expositions. Quelquefois aussi, j'ajoute que des personnes n'ont pas du tout le temps d'aller voir les expositions et elles sont contentes de quand même être au courant de ce qui se passe à Paris. Une petite explication pour mieux savourer l'exposition. Voilà. Alors, vous ouvrez le bal le mardi, donc mardi soir prochain, 29 septembre, 20h, donc ça dure 2 heures. Oui, j'essaye de faire 1h30, 1h03, maximum 2 heures. Et ce sera une conférence sur Villa Flora, les temps enchantés, en écho avec l'exposition qui se déroule en ce moment au musée Marmottan. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Alors, c'est une très très jolie exposition. Le titre ne dira peut-être pas grand-chose aux gens. Villa Flora, les temps enchantés. En fait, c'était une magnifique demeure qui se trouve à Winterthur, en Suisse. Et les propriétaires, les Hanlauser, entre 1905 et 1935 à peu près, ont constitué une magnifique collection de nabis, par exemple Bonnard, Vallotton. Il y a aussi des fauvistes comme Matisse,
comme Marquet, comme Manguin. Et donc, ils ont été amis de ces artistes, ils les ont invités dans leur belle maison et ils ont constitué une collection qu'ils ont ensuite fournie. Je crois qu'il y avait des tableaux, même dans les salles de bain. Voilà, les tableaux étaient très rapprochés, il y en avait partout. Et donc voilà, cette exposition est en ce moment à Paris pour la première fois. C'est la première fois qu'elle quitte la Suisse et qu'on peut la découvrir en France. Et donc voilà, c'est une pure merveille que cette exposition. Et je conseille vraiment aux gens de venir écouter puis de venir voir ensuite l'exposition. Alors, citer toutes les dates mises à l'agenda des prochaines conférences serait trop long, mais vous pourrez retrouver bien sûr toutes les dates sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Est-ce que vous avez quand même des coups de cœur pour cette programmation ? Peut-être Elisabeth Vigée-Lebrun ? Alors justement, je reviens tout juste là de Paris. J'ai encore mes chaussures de marche, je suis encore rouge d'avoir marché toute la journée. Et j'ai été voir en effet Madame Vigée-Lebrun. Alors c'est une magnifique exposition, la première sur cette femme peintre 18e jusqu'au début du 19e, qui était donc amie de Marie-Antoinette, qu'elle a beaucoup représentée, qui a représenté la maternité. Elle a fait beaucoup d'autoportraits, elle était ravissante, et aussi avec sa fille Julie. Et puis vous savez qu'à la Révolution, elle est partie en exil. Elle a peint toutes les cours européennes, elle a été en Italie, en Autriche, en Russie, et pour revenir ensuite en France, où elle a peint les nouvelles cours impériales. Alors merci Claire, on peut retrouver donc toutes les dates à l'adresse qui s'affiche à l'écran décidément. Et avant de se quitter, quelques dates à noter dans vos agendas. Le théâtre Impro Family Conflit de génération à La Meurice, c'est la compagnie Déclic Théâtre, à Trappes le vendredi 2 octobre à 20h30. Monument en musique depuis 2013 dans le cadre de l'opération nationale Monuments en musique, le Centre des Monuments Nationaux invite son réseau, les musiciens de l'Orchestre de Paris pour des rendez-vous uniques. Premier rendez-vous à la Villa Savoie le dimanche 27 septembre à 15h30 et à la Maison Laffitte le samedi 26 septembre à 20h30. Et enfin, à ne pas rater le concert électro de luxe à la batterie Guyancourt vendredi 25 septembre à 20h30. Fin du kiosque pour cette semaine. Je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine. Vous pourrez voir et revoir l'émission sur notre site internet. Très bonne soirée.